Bonsoir et bienvenue à la correction de l'examen 2016 de fiscalité directe du brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Peut-être si vous avez suivi mes autres corrections, vous savez que je commence toujours avec quelques petites généralités. Tout d'abord, le fait de dire que pour un comptable qui va passer son brevet, il ne peut pas éliminer, je dirais, ou oublier la fiscalité directe parce que la note compte pour 20% du total, la note globale de fiscalité, premier élément. Et deuxième élément, même s'il y a la TVA pour la partie des impôts indirects, la fiscalité directe, c'est 38 points et 50% des questions de l'examen global. Donc, vous ne pouvez pas y passer à côté. Et de manière plus générale, je dirais qu'un comptable qui ne maîtriserait pas la fiscalité ne peut pas être, je dirais, 100% bénéfique. Je dirais de cette manière-là. Deuxième élément très simple, je le redis et je le répète, parce que je l'ai aussi souvent entendu en tant qu'étudiant à l'époque, lisez bien toute la donnée. C'est très basique ce que je vous dis, mais on le verra dans cet examen comme on l'a déjà vu dans d'autres. C'est très important. Troisième élément, là aussi je l'ai souvent entendu et je le redis et je le répète, remplissez tout. Mettez partout une réponse, même si c'est en désespoir de cause, même si vous n'avez plus beaucoup de temps, remplissez votre examen. C'est la seule manière, quand on les corrige, je suis aussi expert aux examens, de pouvoir vous donner des points. Si c'est vide, évidemment, on ne peut rien faire. Et puis, autre point, évidemment, quand vous remplissez votre examen, essayez de le remplir de manière intelligente, c'est-à-dire de manière pragmatique, pas au niveau du contenu, mais au niveau de la manière de procéder. Si vous ne connaissez pas le problème, si ça ne vous dit rien du tout, ne passez pas un quart d'heure à chercher la solution. Allez plus loin, faites déjà les points, faites déjà les exercices que vous connaissez, et revenez dans un deuxième temps. Ça vous aura peut-être travaillé, ça va peut-être vous revenir en fonction d'autres exercices. Et à ce moment-là, alors, vous pourrez de manière assez efficace faire les points qui pourraient vous manquer. Essayez aussi de réfléchir en fonction de la notation des exercices. S'il y a beaucoup de points ou peu de points, soyez pragmatique aussi à ce niveau-là. Et puis sinon, je vais passer directement où on va débuter avec l'examen 2016. Donc, un examen globalement qui ne devrait pas poser de difficultés en tant que tel. La plupart des éléments sont des choses qui ont dû être vues durant votre formation au brevet. On retrouve de la procédure, il y a toujours un petit exercice de procédure, ou en tout cas souvent. De l'impôt sur les gains immobiliers, c'est assez classique. Une déclaration d'impôt pour les personnes physiques, ou alors pour les personnes morales avec certaines corrections. Toujours un cas de répartition, ça peut être répartition intercantonale, généralement de personnes physiques ou de personnes morales, les deux sont possibles. Ici, elle sera un petit peu particulière. Et on a aussi ici un cas de restructuration ou du troisième pilier. Un bon mélange, mais de choses qui sont logiquement connues. Voilà pour la petite introduction. Évidemment, le but ne consiste pas à vous faire la leçon, vous expliquer comment faut s'y prendre, mais en même temps, de manière assez pragmatique. Quand vous faites un examen, le but c'est de faire des points en priorité. Donc, essayez d'aller dans la bonne direction à ce niveau-là. Maintenant, on rentre sur le fond de l'examen et je vous propose de commencer directement par le cas 1. Le cas 1 avec une donnée très simple, un cas de procédure, on vous demande d'expliquer le principe de la répartition du fardeau de la preuve en matière d'impôt direct. Alors vous allez peut-être vous dire, je vois pas où ça en est, on ne demande pas de citer des articles, etc., etc. Effectivement, on est dans un cas, je dirais, un cran plus haut que la loi sur l'impôt fédéral direct, puisqu'ici on est dans les grands principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement, notamment en matière d'impôt direct. On est dans le code civil, l'article 8 du code civil suisse qui parle du principe du fardeau de la preuve. Finalement, ce principe est relativement simple. Chaque partie, chaque personne doit justifier ce qu'elle avance. C'est-à-dire qu'un contribuable qui veut une déduction, il doit pouvoir la prouver, il doit pouvoir la justifier. Ça va dans le sens d'alléger l'imposition. De l'autre côté, l'autorité fiscale, si elle désire augmenter l'imposition, elle doit elle aussi justifier sa position. Typiquement, un client contribuable qui dit j'ai des frais d'entretien d'immeuble mais qui ne peut pas les prouver, selon le principe du fardeau de la preuve, et dans la mesure où il ne peut pas le faire, ces frais ne seront pas déduits. Je profite d'ouvrir une petite parenthèse. Vous avez sur le site internet de l'AFC, sous la politique fiscale et information fiscale, un onglet qui s'appelle Système fiscal suisse, et si vous cliquez dessus, vous avez un recueil des informations fiscales. C'est un outil assez intéressant, qui rentre pas forcément dans tous les détails, mais qui vous donne plein d'explications sur les personnes physiques, sur les personnes morales, sur la procédure, sur l'impôt, plus particulièrement du revenu ou du bénéfice. Vous trouvez beaucoup d'informations, y compris des comparaisons intercantonales,
Et en cas d'intérêt, ça peut être très utile de votre côté. Et c'est notamment là que vous trouvez sous les procédures de taxation la répartition du fardeau de la preuve, toute une explication avec quelques exemples. Voilà pour ce cas 1. Rappel dernièrement aussi, vous n'êtes pas obligé, dans le cas ici, de prendre un texte d'une page entière. L'important, c'est de dire chaque partie qui veut prouver l'existence d'un fait doit pouvoir le justifier. Si ça augmente l'impôt, l'autorité fiscale doit le faire. Si ça diminue l'impôt, c'est le client, c'est le contribuable. Voilà, pour le cas 1, je passe directement au cas 2. On a un monsieur Pierre Steiner qui conclut une assurance de prime unique. Vous avez la donnée, je ne la reprends pas en entier, et on vous demande de répondre aux questions A et B, très simple et très rapide. A, il faut dire oui ou non. Est-ce qu'il s'agit ici d'une assurance de capitaux, selon l'article 20 alinéa 1, lettre A? Non. Tout simple. Et puis lettre B, on doit dire si cette rente est imposable à 100%, à 40% ou si elle n'est pas imposée. Vous avez, dans la deuxième ligne de la donnée, on vous dit que c'est une assurance de rente mensuelle à vie, donc c'est une rente viagère. Quand on parle de prévoyance, on tombe sur l'article 22 de la LIFD, et vous verrez à l'article 22 alinéa 3, qu'on vous dit expressément, les rentes viagères sont imposables à raison de 40%. Donc ici, c'est donc la lettre B qu'il fallait cocher, et ça vous donnait le point complet pour cet exercice 2.